Ok, donc ordre ou pas ordre, voilà, et puis on a plusieurs choses. Alors attention, hein, c'est pas... Vous avez vu, il y a deux fois oui, non, hein, c'est... En fait, la différence entre les deux, c'est qu'on va au bout et pas ici. Voilà. Donc on a des exemples, etc. Et donc l'idée, c'est quand même de savoir résoudre le tableau, pas de l'apprendre par cœur. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait à l'arrache vendredi, donc là aussi, la rédaction était loin d'être parfaite. Hein. On est au bout, je pense. Alors, soit E, un ensemble fini de cardinal n, déterminer le nombre de couples x, y, donc qui sont des éléments de partie de E, tels que x est inclus dans y. Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Alors, Arthur. On peut lister les éléments de E. Si tu veux. Donc on a une liste, et pour chaque élément de E, on peut mettre par exemple un liste, une n-liste. Pour chaque endroit, on met soit un 0 si elle est nulle part. Tu veux faire ça, Mathéo? Alors on va faire d'abord Mathéo. Poser S l'ensemble qui nous intéresse, donc des couples tels que X inclus. Et ensuite poser SK qui est pareil mais avec cardinal de Y et de SK. Donc vraiment S c'est la réunion du point de SK. Et on va chercher juste le cardinal de SK. Alors K peut aller de 0 à n. Oui. Ok, et c'est disjoint. D'accord, en fait, bon, il paramétrise en plus, c'était ce qu'on avait fait à l'exercice d'avant. On paramétrise en fonction d'un. On donne un critère de plus pour que ce soit plus facile. Ok, donc. Alors maintenant, on va regarder. Donc le cardinal, comme on a ça, on a donc le cardinal de S est égal à la somme pour K variant de 0 à n du cardinal de SK. Ok. Et maintenant, on va regarder SK. Comment est-ce qu'on peut décrire les éléments de SK? J'attends. C'est des éléments, c'est les parties d'un ensemble à éléments. Mais il faut plus d'informations pour décrire des éléments de SK. Il faut que tu donnes X et Y. Je veux les deux. Donc X il appartient aux parties de Y. Ouais. Et donc et Y appartient aux parties de E. Ouais, alors, qu'est-ce qui est le plus facile à regarder dans SK? Il est plus simple de raisonner sur qui? Sur Y, ouais. Donc à partir pour découvrir un élément de SK, on va commencer par regarder les ensembles Y qui sont pris dans E avec K éléments. Ok, et pour chaque ensemble Y pris dans E pour K éléments, en fait, donc, est-ce qu'on peut créer genre une application là, phi, de SK dans un certain ensemble, donc je sais pas, visiblement K parmi E, d'accord, qui au couple XY associe, je sais pas, Y, oui? On peut pas dire plutôt que SK c'est les parties de Y K parmi. Alors, donc, je peux mettre la partie de Y? Pas trop, pourquoi? Parce que c'est pas Y Oui, on a un problème de définition en fonction de lui-même. Hein. D'accord? Donc, on a déjà rencontré ça. Hein. Quand on faisait le premier élément, deuxième élément, et le deuxième élément dépendait du premier élément, et donc le deuxième ensemble dans lequel on prenait l'élément dépendait du résultat du premier élément. Ah, mince, ça marche pas très bien. Alors, comment on avait fait? En tout cas, en termes de cardinal, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce résultat, ce qui m'intéresse, c'est... Donc là, c'est faux, hein. Elle n'est pas objective, on a un problème de... Mais néanmoins, si on écrit les choses peut-être autrement, on pourrait quand même démontrer que le cardinal de cet ensemble-là est égal à K parmi n fois 2 puissance K.
Ça c'est possible, enfin c'est vrai en fait. Oui. Peut-être on prend les parties d'un ensemble qui est en réjection avec Y. On prend les parties d'un ensemble. C'est pareil, c'est défini. Oui. Sinon, on définit d'abord X, puisque Y construit à l'ensemble de I, et après on construit Y à l'ensemble de X. Oui, alors ça c'est une autre option, on le fera après, je le ferai vite. Je vais essayer de faire ça proprement jusqu'au bout, et puis après je ferai vite, et après je ferai la version Arthur. Alexandre. Prendre du coup 2 parmi K, un K parmi eux. Et puis en deuxième ensemble, c'est une partie de NK, qui du coup seraient les éléments de Y qu'on a décidé de prendre. Oui. Et là, ça dépend plus de Y, mais ça correspond à tout. Donc tu voudrais le mettre ici. Partie de NK. Et du coup, X, c'est. Enfin, si on indexe les éléments de Y, Oui. X, ça va être les éléments de Y qu'on a choisis dans NK. Qui correspondent aux indices qu'on a choisis dans NK. Oui, mais alors ça vient, bon, ça vient de problème, c'est-à-dire que l'indexation de X. Mais ça devient objectif. Alors. Alors, il faudrait une fonction qui indexe, étant donné un ensemble Y de E, qui indexe les éléments de Y de manière comment dirais-je, assurée, oui, déterminée pour tout le monde. C'est possible ça? On l'a déjà fait en fait. Donc en fait, on peut utiliser cette idée-là. Donc E est indexé de 1 à N. On prend Y. Ça va être des éléments de X, ça va être des XI, quelconque. Okay, et après, on peut dire, en fait, ces éléments de Y, je vais les indexer exactement en gardant l'ordre que j'ai choisi sur E. Et là, on est tous OK là-dessus. À ce moment-là, je vais prendre donc, Y, je passe une partie de cela, toc. Donc, je garde YI. Donc, ici, il faut indexer. Y égale Y1, etc. YK. D'accord, de manière déterminée. On peut choisir tel que quel que soit I appartenant à un indice K, YI est égal à X J1, JI, YI plus 1 est égal à Y JI plus 1, X J plus 1, et JI plus petit que JI plus 1. D'accord? C'est-à-dire en fait, je garde l'ordre des. Je garde l'ordre. D'accord? Je garde l'ordre de croissance des éléments. Ok, à partir de là, ça marche. Y est donné. On l'indexe de fait avant, en fait, enfin pas avant, mais la règle est avant la fonction phi. Donc Y se met en bijection avec Y1 et YK. Je prends un sous-ensemble de NK. Les X, en fait, alors il reste une dernière chose, c'est qui sont les X par rapport à l'ensemble de NK? Eh bien, c'est les ensembles pris dans le sous-ensemble que je vais prendre parmi NK, et c'est les indices des X qui sont inclus dans Y. Ok, bon. Donc là, il y a un truc à raconter. Hein. Il y a un truc peut-être à raconter ici. Bon, je passe. Donc on a cardinal de SK est égal à cardinal de K parmi E croix P de NK. Donc ça fait K parmi N multiplié par 2 puissance K. K parmi N multiplié par 2 puissance K. Alors, une deuxième option, c'était celle-ci. On va faire un truc rapidement, on va l'appeler TK. C'est l'option que proposait Jade. C'est de réfléchir plutôt en XY à partir de tel que X est inclus dans Y, et en fait, le cardinal de X égale K. D'accord? On prend un élément X, une partie de X de cardinal K, et après on va prendre les Y qui contiennent X. Alors Y contient X,
en fait, comment est-ce qu'on peut dénombrer les y? Qu'est-ce que je peux dire de l'ensemble des y tel que x est inclus dans y? Donc on sait que x est connu, x est donné. Qu'est-ce que je peux dire de l'ensemble des y tel que x est inclus dans y? Oui? C'est l'ensemble des couples X et une partie complémentaire de X. Alors, je ne vais pas l'écrire en termes d'ensemble, je vais l'écrire plutôt en termes de langue. Y, tel que x est inclus dans y, tu m'as dit, c'est l'ensemble? Y, c'est X. Voilà, c'est l'ensemble. Union, une partie. Voilà, c'est x union z, avec z, qui appartient à l'ensemble des parties de E v de x. D'accord? Et cette réunion, elle est déjointe. Ok? Et donc, après calcul, on obtient que le cardinal de tk est égal à k parmi n. D'accord? Ça correspond au sous-ensemble x multiplié par 2 à la puissance, donc ici n moins k. Alors, est-ce que c'est les deux mêmes? Oui? Alors, pardon. Ça, c'est, ce qui m'intéressait, moi, c'est cardinal de S est égal à la somme pour k variant de 0 à n de k parmi n de puissance k. Tiens, d'ailleurs, ça peut se calculer ce truc-là, ça fait quoi? 3 puissance n. D'après le binôme de Newton. Et donc là, on a cardinal de S et la somme pour k variant de 0 à n de k parmi n de puissance n moins k, c'est-à-dire 1 plus 2 puissance n, c'est-à-dire 3 puissance n, donc très bien. Et autre idée, donc Arthur, tu voulais faire quoi, toi? On prend une n-list et pour chaque élément, on met soit un 0 qui appartient ni à x ni à y, soit un 1 qui appartient à y qui ne plaît pas à x, et un 2 qui appartient à x et à y. Et donc c'est l'ensemble de la solution, c'est les possibilités de combinaison avec des 0 et 1 et des 2. Donc c'est 3 exponents. Donc en fait, ici, tu fais directement une bijection de l'ensemble des couples XY tels que x est inclus dans y. D'accord? Donc il y a un couple XY associe. Alors associe en fait une liste. Donc ici, que tu me dis que c'est en fait 0, enfin l'ensemble 0, 1, 2 à la puissance n. D'accord? Associe donc une liste L avec L crochet I égale donc 0 si xi, c'est quoi que tu as choisi? 0 si xi appartient ni à x ni à y. Xi n'appartient ni à x, xi n'appartient pas, s'il n'appartient pas à y en fait. S'il n'appartient pas à y, il n'appartient forcément pas à x. Ok? 1 s'il appartient à y et 2 si xi appartient à x. Il n'y a pas de possibilité d'appartenir à x sans appartenir à y en fait. Pas de cas putain. Ok. Donc ça c'est bijectif. Et on a cardinal de S est égal à cardinal de 0, 1, 2 puissance n, c'est-à-dire 3 puissance n. On a directement le résultat attendu. Oui. Alors, c'est un couple XY, X est une partie de E, Y aussi, et on sait que X est inclus dans Y. Alors on voit, bon, le couple à l'envers YX, d'où Y est pris dans le cas de E, et X est en fait... ah oui, pardon, alors c'est pas tout à fait une partie de X. Donc là on va l'appeler X bar, d'accord, avec X bar avec I appartient à X bar si et seulement si X, Y I appartient à X. Donc là, X bar, c'est l'ensemble des... c'est une partie de n indice k, donc c'est un ensemble d'éléments de 1 à k.
D'accord, x bar, c'est, je sais pas, x bar, ça peut être 2, 5, 7 par exemple. Ok. Et on va avoir 2, 5, 7, ça correspond en fait aux indices de... quand on a changé l'indexation de y en tenant compte de la conservation de l'ordre, qui permet de dire si l'élément donc, de y indexé par i est dans x ou ne l'est pas. Ok, merci, c'est beaucoup, c'est comme ça que je fais. Merci. Oui, alors. Du coup, dans la technique d'Arthur, C'est fini en 3 lignes. oui, non mais on s'en fiche de à quelle valeur on associe à... Exactement. Ça, si je m'en fiche, c'est ça là Oui. Arbitraire. Ce qui compte, c'est qu'on différencie en un ensemble de 3 éléments. C'est-à-dire, on voit bien, ce qui compte, c'est que c'est 3 éléments. On pourrait même mettre, au lieu de 0, 1, 2, 3, vous pourriez mettre, je sais pas, une phrase, hein, et dans rien, et dans y, et dans x, par exemple. C'est un ensemble à 3 éléments. Ok. 0, 1, 2, c'est bien parce que c'est comme ça qu'on pense quand on... Ça va? Oui? Et je me rends compte en plus sur quand on remet les y qui dans l'ordre, c'est x, j, indice i, et ça peut être encore quand on peut varier les i. Parce que les x, ils ont un seul i. Alors, concrètement, je sais pas, donc, on va prendre E égale x1, x2, etc. x12, on va aller. Ok? Je vais prendre k égale 5. Je prends y égale, a priori, les ensembles, donc x2, x4, x6, x7, x10. D'accord? J'en ai pris 5 parmi eux. Ça, c'est y. Bon, mais ces nombres 2, 4, 6, 7, 10, ils dépendent que de y. Donc ce que propose Arthur, Alexandre, c'était de les écrire sous la forme, en fait, y1, y2, y3, y4, y5, pour dire c'est un ensemble à 5 éléments. Donc je vais les indexer de 1 à 5. Sauf que le choix de qui est 1, qui est 2, qui est 3, qui est 5, a priori, il fait rentrer en place un système de permutation entre ces 4 ensembles. Donc la règle qu'on s'est donnée ici, elle consiste à dire je conserve l'ordre. Okay, je conserve l'ordre, c'est-à-dire en fait, le y1 c'est x2, le y2 c'est x4, le y3 c'est x7, 6, le y4 c'est x7, et le y5 c'est x10. Ça marche? Alors maintenant je reviens à x. X a priori c'est un sous-ensemble de y. Donc a priori il va s'écrire, je sais pas, il va s'écrire x2, x6, x7 par exemple. Ok? Et donc, ce qu'on a créé ici, c'est un ensemble x bar. Alors, qui est x bar? Ben, x bar, ça correspond à... Donc, si je prends x2, c'est lui. x6, c'est lui. x7, c'est lui. Donc, x bar, ça va correspondre aux indices qui sont conservés. Donc, 1, 3, 4. Ok? Donc, c'est pas cet exemple-là. Donc, i appartient à x bar, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4 appartiennent à x bar. Si y indice i, y1, y3, y4 est un élément de x, oui, c'était x2, x6, x7. Ok? Voilà. Walid. On peut pas dire où est-ce qu'on peut être la deuxième fonction. Laquelle? La deuxième méthode. Celle-là? Ou celle-là? Celle-ci. Eh bien, elle prend toute la liste des éléments de x, de e, et en fait, elle dit, grosso modo, les éléments de e, ils ont 3 options. Soit ils sont dans x et donc dans y, parce que x est max y, soit ils sont dans y mais sans être dans x, soit ils sont dans aucun des deux. Et donc on regarde tous les éléments, et à chaque élément, on associe l'information entre ces 3 possibilités-là. Ok? Voilà. Et en fait, la situation, les ensembles y, x sont inclus dans les ensembles y, ça correspond exactement à une distribution de ces informations sur tout l'ensemble E. Ok, donc à chaque couple XY qui vérifie la condition S, là, je peux associer en fait une distribution des valeurs possibles 0, 1, 2 aux éléments de grand E. Oui? Je comprends pas trop, c'est pourquoi les objectifs, alors on a plein d'éléments, mais c'était soit 0, soit 1, soit 2. Ce qui est bijectif, c'est pas... Si je reprends cet exemple-là, si on reprend le même exemple, donc celui-ci là, d'accord, on va jusqu'à 12, et on est dans une distribution XY. C'est quoi en fait? Donc à XY, j'associerai quel nombre? J'associerai quelle liste? Ici.
Ben, la liste suivante, crochet. 1, est-ce qu'il est 1, il est ni dans Y, ni dans X. Donc 0. 2, il est dans Y et dans X. Donc 2. 3, il est nulle part. 4, 4, il est juste dans Y. 5, il est nulle part. 6, il est dans les deux. 7, il est dans les deux. 8, il est nulle part. 9, il est nulle part. 10, il est dans Y. 11, il est nulle part. Et 12, il est nulle part. D'accord? Voilà. Et en fait, j'ai bien une distribution, j'ai bien une bijection entre tous les possibles, là, des sous-ensembles de ces ensembles à 12 éléments avec X et Y, gna, et la liste possible ici. Ok? Ça va? Réciproquement, hein. Donc là, je l'ai fait dans un sens, mais réciproquement, tu vois bien que si tu mets des 0, 1, 2, tu arriverais à revenir en arrière sans problème. Enfin, revenir sur les sections. Ça va? Oui, Arthur. Quand vous dites c'est bijectif, nous aussi on fait là directement. Ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire, si la question c'est montrer que c'est bijectif, vous ne pouvez pas dire que c'est bijectif. Parce que là, par exemple, dans ce cas-là, je ne sais pas comment prouver que c'est bijectif. Très bien. Alors, ici, je pense que ça serait toléré parce que comme il n'y a aucun indice de rien, celui qui a pensé à ça, il est bon. Donc, il a tellement bien pensé qu'en fait, on considère qu'il a bien vu que c'était bijectif. Ok, c'est une question de tolérance à la... En règle générale, là, pour démontrer quelque chose est bijectif dans le dénombrement, le plus simple, c'est de... Si toi tu dis encore c'est bijectif, tu regardes un petit peu comment ça mord, le poisson là en face, le colleur quoi. Si tu sens qu'il dit ok, tu n'avances pas. Si tu vois qu'il frémit, et tu dis phi-1. Phi-1, c'est l'application qui a telle liste associe telle chose. En règle générale, c'est ce qu'il y a de plus simple ici. D'accord? Donc phi-1, c'est quoi? Étant donné une liste avec des 0 et des 1, comment est-ce que je crée XY? Bon, c'est facile. Là où il y a des 0, c'est pas. Là où il y a 1, c'est Y. Ok? Et là, ah oui, je vois qu'il y a phi. J'arrive à faire dans un sens, j'arrive à faire dans l'autre sens. C'est. Ok? En règle générale, ça joue à ce niveau-là. Ok? Donc, montrer que c'est bijectif, pour le moment, en règle générale, c'est on prend phi-1. Alors, formule de Van der Monde. Donc, formule de Van der Monde, en fait, on l'a déjà vu. Voilà, c'est celle-ci, soit M, N et P, avec P plus petit que le minimum d'N et de M. En fait, normalement, on a même ici, il faudrait que I ne dépasse pas. Faudrait que I, enfin, il devrait y avoir une borne aussi, si, enfin, peu importe. On a I parmi, la somme pour I par 0 à P de I parmi N, facteur de P moins I parmi M, égale P parmi N plus N. Alors, on va le démontrer de deux façons. La première façon, c'est en termes d'ensemble. Donc, si on réfléchit en termes de... Alors, je reviens un petit peu en arrière. Si j'essaie de le démontrer en termes d'ensemble. Voilà. Qu'est-ce que c'est que I parmi N, P moins I parmi M et P parmi N plus M? Donc P parmi N plus M, c'est facile, vous avez un ensemble E à N plus M éléments. D'accord? E à N plus M éléments. Correct, plutôt avec un accent. Et puis alors vous avez ici deux sous-ensembles. En fait, vous avez deux, parmi E, vous coupez en deux là. Vous avez deux sous-ensembles, vous avez E1 et E2. Donc soit E1 E2, inclus dans E, tel que E1 et E2, en fait, donne E en somme directe, et cardinal de E1 égale N. D'accord? Donc cardinal de E2 égale M. Ok? Et maintenant, vous réfléchissez à un sous-ensemble de E qui a P éléments. Un sous-ensemble de E qui a P éléments. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Eh bien, il peut avoir une famille dans E1 et une autre famille dans E2, mais dont la somme vaut P. D'accord? Donc en fait, l'idée, c'est que cet ensemble à P éléments, il peut avoir au plus... Donc on va noter... donc je vais l'appeler... on réfléchit à Y est inclus dans E, avec cardinal de Y
égale K, égale P, pardon, c'est équivalent à dire que Y inter 1, on va noter Y1, par définition c'est Y inter 1, Y2, c'est par définition Y inter 2, d'accord, donc Y est inclinant avec cardinal de Y égale P, c'est équivalent à dire que Y1 cardinal de Y1 égale I, ce qu'on peut faire c'est plutôt résonant, non, bon, peu importe, et cardinal de Y2 égale P moins I. D'accord? Et ça en fait c'est équivalent à il existe I, peut-être que, alors I est plus petit que P. En fait, I est plus petit que P, I est plus petit aussi que N et que M. Ok? En fait, on a I qui est plus petit que M nécessairement. Bon, je vais l'écrire avec un. Donc c'est équivalent à il existe I plus petit que P, I plus petit que N, P moins I plus petit que M, tel que le cardinal de Y1 c'est I et le cardinal de Y2 c'est P moins I. Ok, et en fait, c'est complètement équivalent en faisant. Donc là, pour descendre, j'utilise l'intersection, et pour remonter, comment est-ce que ça marche? Ben, je fais Y égale Y1 union Y2, qui est disjointe. Ok, donc c'est équivalent. Donc maintenant, si on calcule le cardinal de l'ensemble des Y, tel que de l'ensemble des Y appartenant avec, tel que cardinal de Y égale K, donc ça je le connais, hein, égale P. Celui-là je le connais, c'est P parmi N plus N. Eh bien, en fait, ici, Y1 et Y2 sont disjoints. Donc c'est la somme pour I variant de 0 à P, mais en fait avec la contrainte quand même que I est plus petit que N et que P moins I est plus petit que N, de I parmi N, P moins I parmi M. D'accord? Si vous voulez, peut-être que je peux faire un truc en plus ici. Bon. Donc c'est le cardinal de la réunion pour I variant de 0 à P, d'accord, mais toujours avec la contrainte I plus petit que N, P moins I plus petit que M, de l'ensemble des couples Y1, Y2, tel que Y1 soit inclus dans E1 et cardinal de Y1 égale P, égale I, et Y2 soit inclus dans E2 et cardinal de Y2 égale P moins I. D'accord? Et cette réunion, elle est disjointe, puisqu'en fait, I ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir Y1 qui est égal à I en cardinal, et Y1 qui est égal à I' en cardinal, si I est différent de I'. Ok, donc ça nous donne bien une somme. I variant de 0 à P. Alors cet ensemble, c'est un ensemble de listes, donc c'est un ensemble de produits cartésiens en fait. Donc c'est cardinal, du produit cartésien, P parmi E1, 3 I parmi E1, excusez-moi, P moins I parmi E2. Donc c'est somme pour I variant de 0 à P, de I parmi N, P moins I parmi M. Et donc ce qu'on retient dans la formule de binôme, dans la formule de Van der Monde, c'est que cette somme-là donne celui-là, d'accord? Et que cette somme-là donne celui-là, d'accord? Et qu'en fait on fait tous les possibles. On les prend tous, hein? Donc ça va de 0 à P, mais en fait il faut faire tout ce qui est possible. On dépasse pas P parce que si on dépasse P, on aura dépassé. Enfin, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Par exemple, si on aura un nombre négatif, si on dépasse P. Ok? Voilà, donc ça, c'est ce que dit la formule de Van der Monde. On peut la voir en termes de dénombrement. C'est important. Et cette formule de Van der Monde, on peut la voir aussi autrement. C'est intéressant de le voir là, parce que ça nous permettra
de réfléchir autrement à la fin de l'heure, normalement, si on a le temps, j'espère. Oula. Alors, si je développe 1 plus x puissance n plus n. Autre méthode. Si je fais 1 plus x à la puissance, je vais mettre un grand x, 1 plus x à la puissance n plus n, et que je regarde l'élément devant xp, qu'est-ce que j'obtiens? Oui. P parmi n plus n. P fastoche, binôme de Newton. Alors maintenant, si je fais... Qu'est-ce que je fais? Si maintenant je fais 1 plus x puissance n fois 1 plus x puissance m, pardon, donc 2 binômes de Newton, ça fait somme pour k variant de 0 à n de k parmi n xk fois somme pour h variant de 0 à m de h parmi m xh. D'accord, et si je demande oui? Et donc, comme si h plus k p, c'est le coefficient de p, c'est la somme de i varie de 0 à p, le i c'est le k, et le h c'est le p moins i. Donc ça fait i parmi n fois p moins i parmi xp. Voilà, en effet, on somme à k plus h égale p en fait. Alors, il faut que le coefficient devant x à la puissance de x soit égal à p, donc on somme à k plus h égale p. Donc ça fait une somme, donc je vais appeler i plutôt mon nombre k, donc de i parmi n, d'accord? Et comme k plus h égale p, là où j'avais h, ça veut dire que h est égal à p moins i, donc p moins i parmi n. Ok, ça fait ce coefficient-là. Il y a une seule écriture polynomiale, donc c'est le coefficient devant x puissance p. Et ce coefficient devant x puissance p, il s'écrit de deux façons. Donc on a égalité. Ça marche? Oui, j'attends. On va trouver que i va jusqu'à p va jusqu'à parce que k plus h égale p. Oui. Donc très bien. Alors, ok. Alors on va mettre toutes les contraintes. En fait, ici, il faut... Donc en fait, les contraintes c'est quoi? Donc comme c'est k, i c'est k, donc ça veut dire qu'en fait, i doit être compris entre 0 et n, ça c'est sûr. Ok? Mais aussi en fait, comme ici on a p moins i, il faut absolument que p moins i soit positif, enfin que h soit positif. Donc p moins i doit être positif, et doit être plus petit que n. C'est ça mes deux contraintes en fait. Ok? Donc, c'est équivalent à, donc, i est comprise entre n et 0, et i est comprise entre, donc ici je transforme, hein, donc ça fait, j'ai un moins là, donc i est plus petit que p, et i est plus grand que n moins p. Et donc, normalement, dans la vraie formule de Van Hammond, ici on devrait trouver le min de p et de n, P et de n, c'est ça. Ok. Et ici, le max de 0 et de m moins p. Ok. 1 de p moins n, pardon. Ok. Et donc, il se trouve que sous ces conditions-là, P est plus petit que n, donc on va jusqu'à P, pas jusqu'à n. Et P est plus petit que n, donc P moins m est négatif. M moins P, pardon. P. Non, là c'est P moins m. P moins m est négatif, donc le max de 0 et de P moins m, c'est 0. Okay. Mais c'est pour ça qu'à un moment, pendant un moment, j'ai gardé ces conditions-là. Gardez-les normalement le plus possible. Ok? Donc, que j'ai résumé, mais en même temps, ne vous embêtez pas avec toutes ces conditions parce que c'est pénible. Il faut faire tous les sommes possibles. Ok? À la limite, si vous en avez mis trop, c'est pas grave, c'est un 0 qui apparaît dans votre somme. Puisque vous avez trouvé moins 3 parmi 4, plus moins 2 parmi 4, plus moins 1 parmi 4. Bon, ça fait 0, 0, 0. On s'en fiche un peu. Allez, les anagrammes. Alors, Pascal, bon, je le laisse. Coefficient multinomial.
Alors, analyse anagramme. Donc, on cherche le nombre. On va prendre comme j'ai écrit, c'est plus simple. Tac. Anagramme avec des lettres développées. On cherche le nombre d'anagrammes, non plus de compris, mais de excellence. Bon, très bien. On avait fait une fois les anagrammes de compris, là. Maintenant, on va faire les anagrammes de excellence. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment je fais ça? Oui, Arthur. On peut faire le nombre de permutations si on différencie les L et Ok, donc ça on va l'appeler E1, celui-là E2, celui-là E3, celui-là E4, C1, C2, L1, L2. on peut faire le nombre de permutations de toutes ces lettres en les différenciant. Oui. Et après on divise par le nombre de permutations de L, de L, le nombre de permutations de et le nombre de permutations de C. Donc il va faire factoriel de 10 permutations de ces 10 lettres différenciées. Ok. Mais si maintenant on ne différencie plus les lettres, par exemple on considère que les C, on ne les différencie plus, qu'est-ce qui va se passer? Bien, pour deux mots, mots avec des C qui vont être séparés, il va y avoir un seul mot identique, en fait, je sais pas comment dire. Donc par exemple, vous allez avoir... donc on va faire en fait, on ferait des classes d'équivalence, là encore. Hein. Donc l'idée c'est de dire, on regroupe par classe d'équivalence. Les mots à lettres différenciées, qui donnent le même mot si les lettres ne sont plus différenciées, si les lettres identiques ne sont plus différenciées. D'accord? Exemple. Donc excellence, là, celui-là. Et excellence, mais celui-là. D'accord? Ces deux mots-là, qu'on a comptés comme deux mots différents lorsqu'on a fait des factoriels de 10, puisqu'il y avait 10 lettres différentes, d'accord? E1 et E2 ne sont pas placés au même endroit, donc c'est bien deux mots différents. En fait, quand on les regroupe par classe d'équivalence, ces deux-là se retrouvent dans la même classe d'équivalence. C'est-à-dire, au moment où on va enlever les indices, on va retrouver le même mot. Ok? Et donc, c'est exactement comme les démonstrations qu'on avait fait vendredi. Comme ils sont dans la même classe d'équivalence, ben, ce qui serait bien, c'est de compter le nombre de mots dans une classe d'équivalence. Donc il y a combien de mots dans une classe d'équivalence? Dans une seule classe d'équivalence, il y a ben, les permutations de E, oui. C'est pour dire Oui, les vas-y. permutations de la lettre qu'on Alors ici c'est toutes en fait. Donc il y a les permutations de E. c'est 4 factoriels fois permutation de C, c'est 2 factoriels, et permutation de L, c'est 2 factoriels. Factoriel de 2, factoriel de 2, donc ça c'est celle de C, celle de L. Il y en a d'autres ou pas? Non. Ok. Il y a factoriel de 4, factoriel de 2, factoriel de 2, même mot dans une classe d'équivalence. Dans chaque classe d'équivalence. D'accord? Autre remarque, comme vendredi, ces classes d'équivalence, elles ont toutes le même cardinal. D'accord? Qui est factoriel de 4, factoriel de 2, factoriel de 2. D'accord? Donc, au final, il y a factoriel de 10, factoriel de 4, factoriel de 2, factoriel de 2, anagramme.
de excellence. Alors, on n'aime pas trop l'écrire comme ça. Je vais rajouter, donc c'est comme tout à l'heure quand Lucie était au tableau, je vais rajouter des trucs qui servent à rien en termes de calcul, mais qui ont du sens en termes de pourquoi est-ce qu'on fait ça. C'est les permutations de x et les permutations de n. D'accord? L'avantage, c'est qu'en faisant ça, pour la permutation de x, ça fait 1, on s'en fiche, c'est que j'ai une somme ici, k 2, 2, 1, 1, qui vaut 10. D'accord? Et qui signifie bien, en fait, la stratégie qui est la suivante. On a n éléments qui ont chacun, en fait, qu'on peut regrouper en k sous-groupes, et on ne voit pas la différence dans les permutations des sous-groupes. C'est-à-dire que donc le premier sous-groupe, il a n éléments, et les permutations de ces n éléments ne font pas de différence. Le deuxième élément, n2, etc. Donc le kème a nk éléments, tout indiscernable. On a la somme des ni qui vaut n par principe, puisqu'on les a tous mis dans un groupe. Et bien en fait, le nombre de permutations de ces n éléments avec k sous-groupe, c'est factoriel de n sur factoriel de 1, factoriel de 2, etc. factoriel de nk. Ça va? Et c'est typiquement la question des anagrammes. Ok? Alors, coefficient. Alors, ce nom s'appelle le coefficient multinomial. Voilà. Autre expression. C'est quoi l'autre expression? Le nombre de permutations d'éléments répartis dans k classes sont... Bon, voilà, c'est pareil. Alors, ensuite, il y a à écrire. Si je fais A, B, C, C, sont... voilà, il y a 30 permutations. Donc, dans mon cours écrit sur l'internet, vous les verrez toutes. J'ai la flemme de le faire maintenant. Combien existe-t-il de permutations du mot abracadabra? Un anagramme de abracadabra. Combien de permutations de abracadabra, d'anagramme d'abracadabra? Donc bah, c'est comme tout à l'heure. Hein. Donc on a quoi? Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5 A. B, il y en a 2. C, il y en a 1. 1 C, 1 D, 1, 2 R. 1, 2, 4, 6, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lettres. Ça marche? Okay, donc il y a... C'est un coefficient multinomial. Donc factoriel de 11 sur factoriel de 5, factoriel de 2, factoriel de 1, factoriel de 1, factoriel de 2. Donc ça peut se calculer sur aussi hein, 11 fois 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6, donc fois 5, machin, on le simplifie. Donc il me reste divisé par 4. Divisé par 4, voilà, donc reste 2 là. Hop, voilà, c'est ce terrible nombre. Donc 11 fois 9, 99, fois 10, 990. 990 fois, alors 7 fois 6, 42 fois 84. Je vais calculer ou pas? Ouais, 83 160. Ok? Dans un anneau, avec A, B et C et D, 4 éléments qui commutent, exprimer A plus B plus C plus D à la puissance 10. D'accord? Donc c'est la formule du multinomial, du multinome, pardon, de Newton. Donc on l'a déjà vu. Ici on va avoir A plus B plus C plus D à la puissance 10. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être une somme. D'accord? Quand on va développer ça, on va prendre un élément dans chacun des 10 ensemble. Donc il va y avoir un A, un B, un C, un D, mais en fait on a plus que ça. Donc il y a plusieurs A, plusieurs B, plusieurs C, plusieurs D. Et ce dont on est sûr, c'est que le nombre d'éléments au total, ça fera 10. Et ce nombre d'éléments, on le voit dans la somme des puissances. Puisque K, ici, ça correspond au nombre de A qui a été pris. B, c'est le nombre, H, c'est le nombre de B, I, c'est le nombre de C, J, c'est le nombre de D. Donc ici, on se trouve avec l'assurance que K plus H plus I plus J plus
rien du tout égale 10. Ok. Et dernière chose, en fait, il faut calculer les possibilités d'avoir AA, B, BA, AA, B, par exemple. C'est-à-dire, en fait, on permute exactement, on fait des anagrammes des mots A avec K lettres, B avec H lettres, C écrit I fois et D écrit J fois. Donc, il y en a exactement factoriel de 10 sur factoriel de K, factoriel de H, factoriel de I, factoriel de J. Et dans la situation où il n'y a que 2 lettres, eh bien, on retrouve K plus H égale 10, factoriel de K, factoriel de H au dénominateur, A puissance K, B puissance H, c'est déjà le quotient binomial de Newton. Ok? Ça marche? Alors, ensuite, on essaie de calculer les bijections pour dénombrer des choses. Alors, on va regarder un exemple particulier. Alors, cet exemple-là, c'est un truc qui se résolve en termes de sous-ensemble, d'ensemble. En gros. Déterminer le nombre entier, N1, de triplet de nombre entier N1, N2, N3, tel que la somme de ces trois nombres fait 8. Calculer le nombre de triplets, N1 plus N2 plus N3, tel que la somme. Donc, calculer le nombre de triplets N1, N2, N3, tel que la somme des trois éléments, ça fait 8. Est-ce que vous avez une idée? Stratégie. Oui, Mathieu. Est-ce qu'on peut déjà faire moins N3 de chaque côté? Donc on fixe N3 du coup dans 0,7, parce que on doit faire des nombres entiers naturels. Ouais. Et ensuite on a juste à trouver le nombre de couples N1 plus N2 qui font 8 moins N3, mais N3 il est fixé comme tout. Il est fixé Ok. en 0,7, donc ça réduit déjà. Et le nombre de couples, tu fais une sorte de formule par récurrence. Tu dis par récurrence, je vais peut-être trouver une solution. Peut-être. Ça peut le faire, ça peut le faire. Est-ce qu'il y a une autre stratégie? Enfin, il y en a. Je vais vous en proposer une, et puis après on va la formaliser. En fait, oui, attends. Peut-être que c'est la formule. Non, ça marche pas. Alors, ce qu'il faut, c'est toujours. Donc, c'est écrit avec bijection, c'est-à-dire créer, en fait, transformer ce problème-là en un autre problème. Alors, en fait, typiquement, vous pouvez faire la chose suivante. Donc, je vais appeler E l'ensemble des triplets N1, N2, N3, c'est que N1 plus N2 plus N3 égale 8. Donc, moi, ce que je cherche, c'est le cardinal de E. D'accord? Et en fait, l'idée, c'est la chose suivante. C'est de transformer, donc ça, c'est 3 nombres dont la somme fait 8. C'est de transformer mon problème avec des petits points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc, de transformer mon problème ici de la façon suivante. Si je prends le triplet 3, 3, 2, qui est une solution, en fait, j'associe ce schéma-là. 3 points, un bâton, 3 points, un bâton, 2 points. D'accord? Si je prends le triplet 0, 0, 8, j'associe le schéma, un bâton et 8 points. D'accord? Si je prends je sais pas quoi, allez-y, donnez-moi un autre triplet. 5, 3, 0. J'associe un point, un point, un point, un point, un point, un point avec un bâton, un point, un point, un point, un point avec un bâton. Et alors, sauf que j'ai pas trop fait mes trucs bijectivement. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Voilà. En fait, qu'est-ce que je suis en train de créer? Oui? Si on dit par exemple que les petits points c'est des O et les bâtons c'est des I, on Oui. va faire des anagrammes d'un mot avec 8 O et 3 I. Et 2 I. Oui? Très bien. Alors, c'est pareil. En fait, ça reviendra au même que de dire... En fait, ces éléments-là, c'est quoi? Comment celui-là, est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas le coder, celui-là, de manière à peu près naturellement, en disant, finalement, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Celui-ci, 1, 2. Celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire, je code l'endroit où j'ai mis mes bâtons. C'est une liste. Et en fait, quels sont les possibles parmi
cet ensemble-là, en fait, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est ça qui est important, ici. Ça va être un élément de quoi? Oui, Mathéo? Des sous-ensembles d'éléments dans l'ensemble à 10 éléments. Voilà. D'accord? En fait, à tout triplé, on associe ce schéma, et à chaque schéma, on associe un sous-ensemble de 2 éléments, à partir de 10 éléments. 2, pourquoi 2? 2 comme quoi? 2 comme 3 moins 1. Et 3, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments qu'on va additionner. En fait, c'est le nombre de bâtons, 2. Et les bâtons, c'est la différence entre eux. Donc, si j'en avais mis 12 ici, j'aurais eu 11 bâtons. Donc, j'en fais 11 parmi quelque chose. Ça marche? Et 10, c'est quoi? Oui, non? C'est le nombre de points qu'on a. Voilà, c'est le nombre total de points. Et lui, il vient d'où par rapport à mon problème qui est là? C'est le nombre qu'on va atteindre. 8. C'est le nombre d'éléments qu'on a maintenant. Voilà, là il y a 3 éléments, donc au total il y a 2 frontières, il y a 2 plus si vous voulez. 8 plus 2 plus, ça fait 10. Ok, donc c'est 2 parmi 10. D'accord, c'est le nombre de plus parmi le nombre total qu'on doit atteindre, plus le nombre de plus. Théo? Est-ce qu'on va justifier comme ça cette question sur... Non, non, on va pas le justifier comme ça. Oui? Les 3 là, on utilise pas les limites, mais on les met dans l'ordre. Ici là? Ouais, alors, c'est une question que j'avais dit au tout début. Quand on raisonne en termes de liste, mais dans lequel les éléments de la liste sont forcément croissants, c'est comme si on raisonnait en termes d'ensemble. C'est-à-dire, si je mets liste, ça veut dire que je sous-entends que 4, 8 et 8, 4 doivent donner des résultats différents. Toi, si tu me dis la liste 4, 8, moi je veux bien, mais parce qu'il est sous-entendu dans ta tête que la 8, 4 n'apparaîtra jamais. Enfin, je pense. Donc toi, tu n'es pas en train de calculer les sous-ensembles à 2 éléments, tu es en train de calculer les listes dont l'ordre est croissant. Mais ça, c'est exactement la même chose que ce qu'on fait quand on fait les éléments. D'ailleurs, c'est très étonnant, mais les ensembles, à chaque fois, on les écrit toujours dans l'ordre croissant. Mais en fait, j'aurais pu écrire 10, 4. Hein. Et l'enjeu, enfin 10, 4, pardon, j'aurais pu écrire 8, 4. Mais l'enjeu, c'est, si je ne le fais pas, c'est parce que je n'ai pas l'habitude, mais il faut que dans notre tête, on se dise, oui, mais s'il écrit 8, 4, c'est qu'il parle de la même chose. Okay, mais par contre, au niveau des listes, on ne parlerait pas de la même chose. Voilà, ok. Et cette question, elle aussi dit que le mot c'est ordonné n'est pas forcément un mot qui est tout à fait le bon mot en fait. Okay, d'ailleurs, au tout début, il y en a qui m'ont dit non, on va dire ordonné, on va dire je sais pas quoi, différencier. Ok, alors comment est-ce qu'on peut écrire maintenant ça formellement? Et ce qui serait bien, c'est de passer de ce problème E là, mais avec NK égale P ici, à la liste qui est là. Donc comment est-ce que formellement, là on pourrait passer de 3, 3, 2 à 4, 8, ou 0, 0, 8 à 1, 2, ou 5, 3, 0 à 6, 10. Bon déjà il y a un premier truc qui est facile. Arthur. 4, 1, 6 c'est quoi? C'est le premier plus 1. Alors maintenant 8, 2, 10 c'est quoi? 8 moins N3. Oui, alors en fait, si on en a plus, ça va être plus compliqué. Alexis? Voilà. Alors, si on fait 3 plus 3, ça fait 6. 0 plus 0. 5 plus 3, ça fait 8. En fait, c'est la somme des deux premiers plus 2. Après, la somme des 3 suivants, plus 3. La somme des 4 suivants, plus 4. Ok? Oui? On pourrait pas dire que c'est 10 moins le dernier. Si, alors c'est ce que proposait Arthur aussi. Pourquoi est-ce que je fais la version Alexis? Parce qu'en fait, je vais maintenant m'intéresser à la chose suivante. Soit E, l'ensemble des nombres N1, N2, etc. NK, tel que N1 plus N2 plus NK égale P. D'accord? Et en fait, ce que vous proposez, c'était parce qu'on en avait 3, donc en effet, quand on regarde le dernier, c'est plus simple de regarder par la fin. Mais moi, ce que je veux, c'est un truc qui peut aller dans ce sens-là. Alors en fait, vous avez un exercice qui explique ça. Bon, je passe un petit peu. Je vais le faire direct parce que j'aimerais bien faire quand même la suite. Eh bien, si on prend phi, l'application de N1, de E, dans l'ensemble. Donc vous m'avez dit en fait qu'il faut faire K-1 parmi P plus K-1. Parmi N indice P plus K-1. Voilà. Il y a N1, N2, N3, NK
associe l'ensemble N1 plus 1, N1 plus N2 plus 2, etc. N1 plus NK moins 1 plus K moins 1. Voilà. Et bien cet ensemble-là, phi est bijective. Alors là, par rapport à la question de, je ne sais plus qui me disait, j'ai le droit de dire phi est bijective, ça suffit. Non. Donc j'aimerais, il y a une autre question qui est compliquée ici, dans phi est bijective, quand j'affirme que phi est bijective, c'est aussi qu'on arrive bien dans cet ensemble-là. Alors est-ce qu'on en a bien k moins 1? Oui, visiblement on a bien k moins 1 ensemble, on a bien k moins 1 élément. Ok. Et pourquoi est-ce qu'on arrive bien dans n plus p moins k moins 1? Donc phi de n1, c'est-à-dire nk, est bien un ensemble à k-1 éléments, dont le dernier vaut n1 plus n2 plus nk-1 plus k, c'est-à-dire en fait p moins nk plus k, d'accord? Et nous on sait que nk en fait est un nombre qui est alors tiens, pourquoi j'ai moins 1? Il n'y a pas une erreur d'indice là? K-1, oui, plus K-1, excusez-moi. Moins 1, d'accord. Et en fait, on sait que NK est un nombre qui est positif, donc c'est ce truc-là, donc NK est positif, donc ce truc-là, il est plus petit que P plus K moins 1. Voilà. Voilà, premièrement. Deuxièmement, et troisièmement, phi moins 1. Alors phi moins 1, comment est-ce qu'on va trouver, étant donné un ensemble à k-1 éléments à partir de np plus k-1, comment est-ce que j'obtiens phi? Donc, on peut imaginer un ensemble ici, A1, A2, etc., AK-1. Alors comme dirait Laurent, on va faire la supposition que A1 est plus petit que A2, plus petit que AK-1, strictement. Ils sont forcément différents parce que c'est un ensemble, strictement plus petit. Alors qu'est-ce que c'est que phi-1 de cet ensemble-là? Bah, A1-1. D'accord. A2 moins N2, comment j'obtiens N2? J'obtiens N2 en faisant A2, voilà 2, moins A1, donc ça disparaît, moins 1 encore, A2 moins 1 à moins 1, etc. Alors, le k moins unième, je l'ai en faisant le dernier, donc AK moins 1, moins AK moins 2, donc qu'est-ce qui va me rester? Donc j'ai N1 jusqu'à NK-2, donc tout ça disparaît. J'ai plus K-2, j'ai plus K-1, moins K-2. Donc les K disparaissent, donc j'ai moins 1, moins 2, donc plus 1. Plus 1 donc moins 1, on va l'enlever. Et le dernier, le tout dernier de la bande, parce que là j'en ai K-1, il me faut un dernier quand même, c'est quoi? Eh bien en fait on l'obtient en faisant, en sachant ce résultat-là. Donc le dernier qui est là en fait. Jusqu'à nk moins 1, ça fait P moins nk plus k moins 1, donc nk qui est là, il est égal à P plus k moins 1 moins ak moins 1. A priori, si je ne me suis pas trompé. Donc par exemple, ici j'avais P égale 8, k égale 2, donc ça fait 10, ak moins 1 égale 2, donc moins 10, et j'ai un moins 1, je viens d'un ah non, k égale 3, ici, hein. Là, k égale 3, donc ça fait 8 plus 3 moins 1, donc ça fait 10, moins 10, ça fait 0, donc le dernier c'est 0. Ok, ça marche. Voilà. Ok, donc on a cardinal de E, qui est égal à k moins 1 parmi p plus k moins 1. D'accord? Alors là, en fait, dans cet exercice-là, on fait la même idée, mais en plus avec des fonctions, en considérant des fonctions strictement croissantes, c'est-à-dire cette histoire-là. Là. Je passe un peu rapidement. Hop, 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 hop.
Allez, il me reste 10 minutes pour faire les séries génératrices. Alors, ça en fait c'est un exemple d'application, hein. C'est pas facile. Ok, alors les séries génératrices. Le principe des séries génératrices, c'est d'utiliser exactement le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure pour démontrer pour la deuxième démonstration de Van der Monde. Après, on avait un calcul avec un calcul de dénombrement, et en fait, au lieu de penser en dénombrement, on l'avait regardé sur des polynômes. Et le principe, c'est en fait, pour les séries génératrices, c'est d'être en présence d'un problème où on cherche AN. Vous avez un problème de nombrement, c'est A. Cherchez le nombre de A tel que, et c'est paramétré par un entier N. C'est-à-dire, en fait, bon, ici, il y aurait deux paramètres, il y aurait P et il y aurait K. Enfin, il y aurait K et il y aurait P. Ok, donc on cherche les A, P, K, par exemple, peu importe. Donc en fait, on dit, voilà, on a un problème. On cherche, il y a n égale, vous avez un problème, n égale 3, tata, vous calculez le nombre. Je vous dis, en fait, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas répondre à la question avec n égale 3, je vais répondre à la question avec tous les n. Ok? Et au lieu d'étudier tous les n et les an, vous étudiez la fonction polynomiale, mais en fait, on va aller jusqu'à l'infini, c'est pour ça que c'est une série génératrice, qui s'écrirait somme des an xn. Ok? Bon, premièrement, c'est ça le principe. Et le deuxièmement, c'est comme ce qu'on a fait pour Van der Monde, c'est-à-dire, en fait, les AN, ils ne sont pas indépendants les uns avec les autres. Donc entre les AN, il va y avoir des relations de type récurrence ou autre, ok, qui existent. Et en fait, ces relations de type récurrence ou autre, elles vont se coder par du calcul sur les polynômes. Ok? Donc par exemple, si vous avez, je sais pas, AN plus 1 plus AN égale AN plus 2, par exemple, eh bien ça va vous dire que si je prends le polynôme de degré n plus 2, là, je peux le remplacer par 2n plus 1, et je vais avoir f de x égale x fois f de x plus x carré f de x, par exemple. Donc je mets f de x en facteur, je vais avoir f de x égale 1 sur x plus 1, x plus 2. Je développe ce truc-là et j'ai trouvé tous les n. Ok? En fait, ça marche bien parce que vous allez voir quasiment tous les codages, enfin tout ce qui peut se passer par récurrence se code par du produit, enfin par un calcul polynomial. Et réciproquement, tout ce qui se code par du calcul polynomial correspond à une relation par récurrence. Ça marche super bien. Hein? Donc, alors d'abord, il nous faut un petit peu de formalisme. Donc, d'abord, sans souci de convergence, on étudie les séries génératrices UN, x puissance n, jusqu'à l'infini, d'accord? Bon, au pire, si ça vous fait peur l'infini, vous avez qu'à dire que c'est des polynômes qui sont très très grands. Et vous, ça vous intéresse de les avoir jusqu'à n égale 3 milliards. Oui, bah, je fais mon polynôme jusqu'à 10 milliards. Ok? Et après, le reste, je m'en fiche. Ok, bon. Mais au lieu de s'embêter, on peut aller jusqu'au bout, ça évite de traîner des bornes. Inclusion algébrique, donc l'ensemble des séries génératrices qu'on écrit comme ça contient l'ensemble des polynômes. Ok. Un exercice série géométrique. Alors la série géométrique, bête comme tout là, c'est si on fait la série géométrique XL, enfin, vous avez un formalisme incroyable, c'est qu'en fait, vous avez même les fractions rationnelles qui rentrent dans les séries génératrices, puisque si vous prenez 1 plus x carré plus xn plus, et vous n'arrêtez pas, vous obtenez la fraction 1 sur 1 moins x. D'accord? On le sait, ça. On le sait quand on prend, si on se borne à, je sais pas, xp, là. xp plus 1. D'accord? Donc vous avez ce résultat-là. Si vous faites le temps de p vers l'infini, hop, sans stress, ça fait ça. Ok? Donc c'est ce qui se passe pour les séries géométriques. Mais l'idée, c'est que la limite, si ça vous fait peur l'infini, et vous mettez une borne, et vous dites, je m'arrête avant la borne. Vous mettez une borne qui dépasse tout ce que vous voulez. Alors, on a des règles opératoires suivantes. La série génératrice de la suite UN et VN. Donc l'idée, c'est de coder des suites U et V. Hein. U et V sont des suites. La série génératrice, c'est la somme des UN XN. D'accord? Donc U plus V, c'est une suite. Donc la série génératrice de U plus V, c'est la série de U plus la série de V. La série de lambda U, c'est lambda S de U. Si je multiplie une série génératrice par x puissance k, bah c'est comme si j'avais mis des zéros dans ma suite du début. D'accord? J'ai décalé. Quand UN va devenir UK plus 1. Ok. Inversement, alors que c'est que ça, là, xk, SN plus k. Donc là, on essaye de faire la différence, on revient en arrière, et on fait la division par xk, bon, on obtient ce résultat-là. S' de U, ça fait, vous allez avoir le dérivé, donc là où vous aviez xn, vous allez avoir n
xn moins 1, donc ça fait un petit décalage avec le moins 1, mais vous avez un n qui apparaît, donc vous avez n un. Et puis le produit, c'est le produit de Cauchy dont on a vu tout à l'heure. Et si U0 est différent de 0, comme pour les développements limités, on peut calculer S de U. Ok. Bon. Alors ça, là on le fait maintenant parce qu'on ne s'intéresse pas aux formalistes. En fin d'année, on prendra les séries et on fera attention à si ça converge ou pas. Et en deuxième année, vous l'utiliserez régulièrement. Hein. D'accord ? C'est pas juste. C'est pas, normalement, on ne devrait pas le faire maintenant dans le programme, mais vous l'utiliserez l'année prochaine. Donc c'est pas nouveau. C'est un investissement important. On a montré, comme pour les polynômes en exploitant la dérivation formelle, qu'il y a une seule façon d'écrire les séries formelles. Ça m'intéresse. C'est-à-dire que si j'arrive à dire ma série, c'était. Je cherche la somme des ANXN. Je fais du calcul, à la fin je dis égale la somme des BNXN. D'accord ? J'aimerais pouvoir identifier AN et BN. D'accord ? Heureusement, j'ai un théorème qui dit oui, on peut identifier. Il n'y a qu'une seule façon d'écrire une série formelle. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Alors, exemple, vous devez calculer les termes de la suite de Fibonacci. Donc on va faire ça très vite. Alors, ce n'est pas du dénombrement a priori, mais c'est une application de la méthode. Donc j'ai Fn plus 2 égale Fn plus 1 plus Fn. Donc je m'intéresse à la suite Fn. Je crée mon polynôme, que j'appelle grand F, f de x égale la somme des fk x puissance k. Pour k variant de 0 à plus infini. Ok ? Alors je vais utiliser la formule. Donc ça fait en fait la somme pour k variant de 0 à plus infini de fk plus 2 x puissance k plus 2. Donc si je fais ça, en fait j'ai commencé, je mets de 0 ici, mais en fait ça commence à 2 monsieur. Donc il faut que je rajoute f0 plus f1x. Ok ? Donc je remplace fk plus 2 par sa valeur, c'est-à-dire fk plus 1 plus fk, donc ça fait la somme pour k variant de 0 à plus infini de fk plus 1 plus fk facteur de x à la puissance k plus 2 plus, alors f1 f2 je le remplace, donc ça fait 1 plus x. D'accord ? f0 égale f1 égale 1. Ok ? Je développe ça, donc ça me donne la somme pour k variant de 0 à plus l'infini de fk plus 1 facteur de x puissance k plus 2, donc x puissance k plus 1 et je multiplie par x. Ok ? Plus x carré fois la somme pour k variant de 0 à plus l'infini fk xk plus 1 plus x. Et ici je retrouve f de x. D'accord ? Et ici je n'ai pas tout à fait f1 parce que c'est comme si ça commençait à 1. Donc ici je retrouve f de x moins f0. Ok ? Donc ça me donne f de x est égal à, donc je remplace f0 par sa valeur, f de x est égal à x facteur de f de x moins x plus x carré facteur de f de x plus 1 plus x. Je mets les f de x ensemble, donc ça me fait 1 moins x carré facteur de f de x est égal à 1. Ok, ding dong. Donc maintenant je cherche f de x qui va être égal à 1 sur 1 moins x carré. Et là je vais décomposer en éléments simples 1 sur 1 moins x carré. Donc il faut que je trouve les racines de 1 sur 1 moins x carré. Alors ce que je sais faire, moi c'est 1 sur 1 moins y est égal à la somme des y puissance k. Donc je vais essayer de transformer ça sous cette forme-là. Donc il faudrait que je factorise ça. Donc le polynôme ici, delta, bon, je vais faire une sorte d'identité remarquable, donc ça fait 1 moins 1 sur 1 moins 1 demi de x au carré. Donc si je développe ça, je le fais à l'envers, par rapport à la forme caractéristique. Donc 1 au carré, moins 2 ax, donc ça fait 2x, donc ça fait x, c'est bon. Donc il me reste ici moins 1 quart de x, j'en veux moins 1 quart de x carré. Il m'en faut un, donc il faut que je rajoute, il faut que j'enlève 3 quarts de x carré. D'accord ? Donc ça fait 1 moins racine de 3. Racine de 3, c'est pas bizarre ça. C'est pas 5 mon truc hein ? Alors je reprends. Ah oui, j'ai plus, mais j'en veux moins 1, donc il faudra 5. Voilà. Donc 1 moins racine de 5 sur 2x. Facteur de 1 moins 1 plus racine de 5 sur 2x. Voilà. Comme ça, dans les formes, les
la forme canonique. Et puis, en fait, maintenant, je coupe ça en mettant en élément simple. Donc, ça fait 1 sur 1 moins 1 moins racine de 5 sur 2 x plus 1 sur 1 moins 1 plus racine de 5 sur 2 x. Alors, si je mets ces deux-là au même dénominateur, qu'est-ce qui va se passer? Si je les mets au même dénominateur, je vais avoir 1 moins 1 plus racine de 5 sur 2x plus 1 moins. Donc ça va, je vais faire disparaître les moins en faisant ça. Et je vais obtenir 1 plus racine de... Alors, que je te bêtise... Je vais obtenir 1 moins racine de 5 sur 2x plus 1 demi de 1 plus racine de 5 sur 2. Alors ici, celui-ci, ça fait plus... Donc j'ai 2 racines de 5 sur x. Donc j'ai... Euh, 2 sur racine de 5. J'ai un facteur x là en trop, ça me paraît bizarre ce truc. Un facteur x en plus, c'est pas le bon dénominateur, enfin c'est pas le bon R2 moins R1, R1 R2x, ah oui c'est ça. Donc ici j'ai 1, donc je fais 1 plus racine de 5 sur 2, 1 moins racine de 5 sur 2, 1 plus racine de 5 sur 2. Donc quand on développe ça, ces deux-là ensemble et ces deux-là ensemble, ils vont s'annuler avec les x. Et voilà, maintenant avec les constantes, j'ai ça plus ça. Donc ça fait l'addition des deux. Et quand j'additionne ces deux-là, j'ai un moins là, j'obtiens voilà, 2 sur racine de 5. Voilà, ça c'est bon. Ok. Et maintenant, j'ai plus qu'à utiliser la formule de tout à l'heure qui est là, donc c'est-à-dire 2 sur racine de 5, facteur de la somme, pour k variant de 0 à plus l'infini, de 1 moins racine de 5 sur 2 puissance n xn. D'accord, facteur de 1 moins racine de 5 sur 2 ici, donc puissance n plus 1, ça c'est le premier, moins la somme pour k variant de 0 à plus l'infini, de 1 plus racine de 5 sur 2, le tout à la puissance n plus 1, x puissance n. Ok. Et maintenant j'identifie, parce que f, je sais que par définition c'est la somme des fk variant de plus l'infini, donc en fait fk c'est ça, c'est 2 sur racine de 5, 2 sur racine de 5, facteur de 1 moins racine de 5 sur 2 à la puissance k plus 1, plus 1 plus racine de... moins 1 plus racine de 5 sur 2 à la puissance k plus 1. D'accord? Ça c'est une manipulation sur les séries génératrices pour obtenir le résultat de fn sans utiliser les... Enfin, on a quand même utilisé l'équation caractéristique ici, hein, mais ça paraît fait autrement qu'en faisant les suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Oui? Du coup, le coefficient de 2 sur racine de 5 il s'applique à toutes les équations. Alors lequel? Celui-là? Ouais. Celui-là il s'applique à toute cette partie-là, c'est-à-dire à celui-là. Non, mais le 2 sur racine de 5 c'est le... Ah oui, pardon, il manque une parenthèse, c'est ça que tu veux me dire? Comme ça? Ok, bon. Alors en fait, je vous donnerai ça demain, là. Même méthode pour calculer UK ici, en mettant K à la place, et on retrouve la formule de tout à l'heure, d'une autre façon. Bon, je le ferai demain. On fera le cours sur la courbe symétrique, 536, 544, 548. Oui, je vous ai déjà donné les TD de jeudi. Hein. Ok? Bon, je suis désolé d'avoir bien mordu sur la pause, pas sur le midi. 536, 544, 548.